réveil. Merci d'être avec nous ce matin sur i24 News. C'est le morning et voici les titres à la une de l'actualité ce matin. Énième échec des négociations entre la Grèce et ses créanciers et le calendrier se précipite pour Alexis Tsipras. Il a jusque ce lundi pour présenter son plan de redressement. Sinon, ce sera le défaut de paiement. S'avance-t-on vers une inéluctable tragédie grecque? Nous serons à Athènes dans un instant. Pas assez souriant, pas assez anglophone, les Français appelés à cesser de rebuter les touristes par le ministère des Affaires étrangères, un secteur qui ne perd pas l'espoir de devenir aimable. Et puis dans notre chronique média, on tente de comprendre aujourd'hui comment Ségolène Royal a réussi à faire une énorme tartine de l'affaire Nutella. La ministre est tombée dans un piège classique, participer à une émission de divertissement. La polémique artistique de la semaine, en plein Versailles, l'œuvre d'art d'Anish Kapoor vandalisée. Il dénonce une France intolérante face à cette œuvre baptisée « Le vagin de la reine ». Enfin, l'élégantissime Jean Rochefort tire sa révérence. L'acteur français annonce qu'il met fin à sa carrière cinématographique à l'âge de 85 ans. Bienvenue à tous. Le dialogue de sources se poursuit donc entre la Grèce et ses créanciers. La réunion de l'Eurogroupe hier au Luxembourg s'est soldée par un nouvel échec et le temps presse pour éviter un défaut de paiement. Il reste 4 jours à Athènes pour présenter un plan de redressement recevable. Un sommet d'urgence des chefs d'État et de gouvernement se tiendra lundi soir. Un sommet qui pourrait trancher le sort de la Grèce. Cette fois, Athènes n'a plus le choix. Le 30 juin, elle devra régler sa dette au Fonds monétaire international. L'échéance, c'est le 30 juin. C'est le jour où la dette doit être réglée au FMI et il n'y a aucune période de grâce ou un délai de 2 mois comme j'ai pu l'entendre. Le 1er juillet, le paiement doit être effectué. La note s'élève à 1,5 milliard d'euros et sans un accord avec ses créanciers sur les réformes à mener, Athènes n'a aucune chance de pouvoir payer. Les ministres des Finances de la zone euro sont réunis jeudi à Luxembourg et la crise de la dette grecque domine évidemment la réunion. Athènes doit y présenter de nouvelles propositions afin de convaincre le déblocage d'une enveloppe à hauteur de 7,2 milliards d'euros. Aujourd'hui, nous allons présenter les idées du gouvernement grec dans cette lignée. Le plan est de remplacer un désaccord qui coûte cher avec un consensus efficace. Ce n'est pas l'optimisme qui domine pour cette nouvelle réunion. Le président de l'Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem, n'a affiché que peu d'espoir de parvenir à un accord. Les pronostics ne sont pas très positifs. Je n'ai pas beaucoup d'espoir. Les options sont là, nous allons les étudier, mais le temps nous est compté. La chancelière allemande Angela Merkel, elle, veut encore y croire. Je reste persuadée que quand on veut, on peut. Et si les responsables grecs ont cette volonté, un accord reste possible entre la Grèce et les 3 institutions. À Athènes, les concessions faites aux créanciers sont perçues comme autant de recul de la démocratie. Les Grecs, lassés de l'austérité, sont sortis manifester leur ras-le-bol et leur soutien au gouvernement. Mais la Grèce pourrait être obligée de signer cet accord sous peine de devoir quitter la zone euro. Et on retrouve à Athènes notre correspondante Angélique Kouronis. Bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce que les Grecs croient encore ce matin à un accord ? Oui, les Grecs croient encore en un accord. Ils sont à peu près même persuadés qu'il va y en avoir un. Ce qu'ils ne savent pas, c'est la teneur de cet accord, parce que s'ils veulent effectivement rester dans leur grande majorité dans l'eurozone, ils ne veulent plus de l'austérité. Et ce qu'ils veulent, c'est que le gouvernement mène des négociations pour avoir un accord qui leur permette de rester dans l'eurozone, à part égale avec leurs partenaires européens, et surtout de sortir de la crise et de l'austérité et de la récession qui frappe le pays depuis maintenant presque 7 ans. Alors Angélique, en 2 jours se sont succédés les avertissements alarmistes de la Banque centrale grecque et puis des patrons grecs également au gouvernement Tsipras. En cas d'échec des négociations, est-ce que l'exécutif est sensible à ces appels ? Bien, le gouvernement Tsipras est sensible à tous les appels, mais la ligne de mire du gouvernement Tsipras est le mandat pour lequel il a été élu, c'est-à-dire de trouver une sortie de l'austérité dans le cadre de l'eurozone, c'est-à-dire de pouvoir promouvoir des initiatives économiques qui sont autres que la rigueur et l'austérité, tout en restant dans l'eurozone. C'est ça la ligne de mire. Bien évidemment
que le gouvernement prend en compte les inquiétudes et les manifestants qui sont descendus hier. Ils étaient 5000 à demander à la Grèce de rester dans l'euro. Mais ce n'est pas sa priorité. La priorité, c'est de répondre au mandat pour lequel il a été élu et surtout qu'on lui donne une chance d'appliquer une nouvelle politique, parce que la politique d'austérité de ces 5 dernières années n'a pas donné les résultats escomptés. Merci beaucoup, Angélique Kouronis depuis Athènes. Et en économie, toujours cette bonne nouvelle pour la France. La croissance devrait grimper à 1,2% cette année. Voilà les résultats pour 2015 attendus. Il s'agirait de la plus forte hausse depuis 4 ans. Le taux de chômage pourrait alors se stabiliser à 10,4%. Allez, retour en Israël. On en vient au lieu du christianisme endommagé dans le pays, le sanctuaire de Tabga, construit sur le site présumé où le Christ aurait procédé à la multiplication des pains, a donc été vandalisé par un incendie soupçonné d'être d'origine criminelle. La police a arrêté puis relâché une quinzaine d'adolescents. Julia Ganantia. Des murs noircis, des livres de prière éventrés, tout ou presque est calciné. L'incendie qui s'est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi dans cette église au nord du lac de Tibériade a provoqué de nombreux dégâts. Les bureaux et les entrepôts endommagés, la salle de prière noircie par la fumée et sur ce mur, un graffiti en hébreu, les fausses idoles seront brisées. Au milieu des décombres, le père Jonas témoigne. Tôt ce matin, vers 3h15, j'ai entendu un son très fort et je suis sorti de ma chambre et j'ai vu l'entrée du monastère brûler. Ça sentait l'essence. 2 personnes qui se trouvaient dans le bâtiment au moment de l'incident ont été transférées à l'hôpital pour avoir inhalé de la fumée. Les pompiers se sont rapidement rendus sur les lieux et ont fini par maîtriser l'incendie en tout début de matinée. La police a arrêté 16 jeunes Israéliens originaires de Cisjordanie, tous connus des services de police, mais tous relâchés après interrogatoire. Nous voulons vivre ensemble et nous ne permettrons pas à un petit groupe de fanatiques de troubler cette vie pacifique entre les peuples de ce pays. Nous allons réparer l'endroit et nous allons même lui rendre une meilleure apparence. La blessure sera toujours là, ce qui est arrivé est une chose terrible pour nous, mais nous arriverons à la surmonter. L'église est un site de pèlerinage important des chrétiens en Israël, un lieu sacré pour des millions de chrétiens dans le monde. Selon la tradition chrétienne, c'est dans cette église que Jésus a accompli le miracle de la multiplication des pains et des poissons, grâce auquel il a nourri ses fidèles. C'est très triste car nous parlons maintenant d'un phénomène, nous parlons de dizaines d'incidents, d'attaques de lieux saints et pas seulement chrétiens qui ont eu lieu ces dernières années. Depuis des années, des jeunes proches des mouvements sionistes religieux se livrent en Israël et dans les territoires palestiniens à des agressions et des actes de vandalisme contre des Palestiniens, des Arabes israéliens, des lieux de culte musulmans et chrétiens ou même l'armée israélienne. Le site de Tabga avait déjà été visé en avril 2014, peu avant la visite du pape en Terre Sainte. Maurice, c'est un phénomène qui inquiète en Israël. Bien entendu, c'est inquiétant parce que quand on sait que depuis 2011, par exemple, 17 lieux de culte, 7 chrétiens et 10 musulmans ont été incendiés ou profanés et qu'aucune inculpation n'a suivi, les auteurs courent toujours. Alors l'incendie criminel qui a partiellement détruit hier le sanctuaire de la multiplication pose des questions sur l'échec des services de sécurité intérieure et des services de renseignement. D'abord parce que vous l'avez entendu, ce n'est pas la première fois. En 2014, le sanctuaire de la multiplication avait déjà été attaqué par une douzaine de juifs orthodoxes, de jeunes juifs orthodoxes qui avaient jeté des pierres et brisé des croix. Aucune personne n'avait été interpellée à l'époque, et aussi parce qu'en vérité, il s'agit d'un acte antichrétien à caractère messianique. On a retrouvé hier sur les murs du sanctuaire une inscription « Les faux dieux seront éliminés ». C'est une citation de la prière Allénou. On n'est donc plus dans le cadre d'une attaque purement nationaliste du type le prix à payer, mais quelque chose de beaucoup plus large. Alors, que sait-on du profil des auteurs supposés de ces actes? Écoutez, le profil est difficile à établir. Il s'agit d'un mélange entre des extrémistes nationalistes religieux, souvent venant des territoires, et des franges de l'ultra-orthodoxie juive. Alors ces deux groupes se rencontrent généralement à Jérusalem. Les premiers apportent leur méthode d'action et les seconds un soutien théologique. Mais il faut aussi ajouter à cette marge, à cette frange, des jeunes marginalisés et qui sont faciles à manipuler. Ils sont marginalisés socialement. Généralement, c'est des jeunes qui traînent dans la rue ou qui n'ont pas
de foyer fixe. Alors leurs milieux sont imperméables aux services de renseignement et là on est très très inquiet. Alors, il faut dire aussi que les services de la sécurité intérieure ont fait des efforts dernièrement pour tenter d'établir un fichier, notamment en 2014, juste avant l'arrivée du pape François en Terre Sainte. Un travail avait été fait, mais ça n'a pas porté de fruits. Finalement, les services de sécurité disent qu'il n'y a pas eu beaucoup de résultats, mais l'effet de la constitution de ce fichier a été dissuasif. Il faut aussi ajouter que les services de sécurité font la différence, et peut-être de là on explique leur incapacité ou leur non-fonctionnement entre les actes anti-musulmans qui, pour les services de sécurité, peuvent provoquer des ripostes et des réactions, ou les actes anti-chrétiens qui, eux, portent atteinte principalement à l'image de marque d'Israël dans le monde. Et là, le déploiement sécuritaire est moins impressionnant. Alors, les réactions de la classe politique israélienne? Il y a eu beaucoup de réactions. Je vais simplement vous donner celle du Premier ministre israélien qui a fermement condamné cette profanation de l'église de la multiplication. Netanyahou dit que c'est choquant. L'incendie criminel d'une église est une attaque contre nous tous, a-t-il dit, et il a ordonné au service de la sécurité intérieure d'en faire un peu plus pour mettre la main sur les auteurs de cet acte. Merci Maurice. Au Danemark, les élections législatives qui se sont tenues hier ont eu raison de la gauche. La première ministre socialiste a annoncé ensuite sa démission. Le Parti populaire danois, formation de droite populiste anti-immigration, a enregistré son meilleur score historique et devient la deuxième force du pays. Steve Jourdain. Un bon leader est un leader qui sait dire stop au moment adéquat. Et ce moment est arrivé. La pilule est amère pour la chef des sociodémocrates. Malgré 3 sièges de plus qu'en 2011, la première ministre danoise doit céder sa place au chef de file de la droite, Lars Løkke Rasmussen. C'est un résultat significatif et nous devrons travailler sans relâche. Nous devons coopérer tous ensemble et je suis heureux que Madame le Premier ministre se soit engagée au nom des sociodémocrates à travailler main dans la main avec nous. Mais la vraie surprise est ailleurs. Avec plus de 20% des suffrages recueillis, le Parti populaire danois devient la plus grande force politique à droite. Intransigeant sur la question de l'immigration, le Parti nationaliste croise également le fer avec les autres formations sur les questions européennes et les dépenses publiques. Nous demandons plus d'indépendance. En fait, nous avons convaincu pendant cette campagne le Parti libéral et 2 autres partis de l'opposition que nous devons soutenir le combat de David Cameron contre l'Union européenne. À quoi ressemblera la nouvelle coalition de Rasmussen? Nouveau faiseur de roi de la politique danoise, le Parti populaire a pour l'heure refusé de dire s'il participerait ou non au futur gouvernement. Aux États-Unis, l'auteur présumé de la tuerie en Caroline du Sud a finalement été arrêté hier après plusieurs heures de cavale. Dylan Roof, jeune blanc de 21 ans, a abattu 9 personnes dans cette église noire de Charleston. Il s'agit de l'une des pires tueries de l'histoire récente des États-Unis. Maxime Pérez. La cavale du tueur aura duré près d'une dizaine d'heures, malgré l'imposant dispositif mis en place pour le neutraliser. Après avoir diffusé ces 2 photos pour renforcer l'appel à témoins, le FBI l'a rapidement identifié. L'auteur présumé de la tuerie de Charleston se nomme Dylan Roof et serait âgé de 21 ans. Il a été appréhendé dans un barrage routier en Caroline du Nord. The FBI is now on the scene with local police. Le FBI est désormais associé à l'enquête avec la police locale et nos meilleurs agents ont également été mobilisés. Le procureur a donné l'ordre au FBI d'ouvrir une enquête criminelle. Le suspect est actuellement interrogé et nous mettons tout en œuvre pour que la justice puisse faire son travail. La fusillade s'est produite vers 21h locale dans l'une des plus vieilles églises de la communauté afro-américaine de Charleston, en Caroline du Sud. Comme chaque mercredi soir, une petite foule y réunie au sous-sol pour étudier la Bible. Un homme se joint aux fidèles sans éveiller leur attention, mais au bout d'une heure, il se lève brusquement et ouvre le feu sur l'assemblée. Le carnage fait 9 morts. Parmi les victimes, le sénateur Clementa Pinckney, 42 ans, connu également pour officier comme pasteur dans l'église. Au sein de la communauté afro-américaine de Charleston, c'est le choc et la consternation. Toute la nuit, des anonymes ont improvisé des prières en pleine rue. Ces gens étaient à l'église. Ils étaient à l'église et ils ont violé la sainteté de ce lieu. Les ramifications de cet acte vont bien au-delà de ce qui est arrivé cette nuit et c'est juste inacceptable. Les autorités dénoncent un crime raciste qui, s'il était confirmé,
serait l'un des plus meurtriers de ces 25 dernières années aux États-Unis. La tuerie de Charleston a suscité de vives réactions, à commencer par Hillary Clinton et Jeb Bush, deux futurs candidats aux élections présidentielles de 2017. Ce nouveau drame intervient dans un climat de tension raciale à Charleston. En avril dernier, Walter Scott, un Afro-Américain de 50 ans, avait été abattu de plusieurs balles dans le dos par un policier. Je vous le disais en titre, le ministère français des Affaires étrangères s'attelle à la stimulation du tourisme. Fonds d'investissement, site internet, des efforts particuliers sont mis en place pour combler une certaine lacune, le manque d'amabilité. Betsabé. Oui, effectivement. Alors vous avez plusieurs nouveautés. Vous avez le bonguide.com, ce qui est censé devenir le portail de référence dans l'univers du tourisme et des loisirs. Ça a été lancé par Laurent Fabius afin de renforcer donc le tourisme. Vous y trouverez plus de 400 destinations, plus de 6000 hôtels réservables en ligne et puis de larges sourires aussi d'hôteliers notamment. Alors autre mesure toujours cette semaine, eh bien l'annonce de la création d'un fonds d'investissement et attention, ça rigole pas, on parle de plusieurs millions d'euros pour notamment améliorer justement l'accueil dans l'hôtellerie. Alors le dénominateur commun de ces mesures, eh bien c'est être plus à l'écoute des touristes, voire plus aimable, car même si la France est le pays le plus visité au monde depuis les années 1980, eh bien l'indice de satisfaction par contre des visiteurs au terme de leur séjour est en demi-teinte. Selon un récent rapport du Conseil de promotion du tourisme, l'Hexagone abrite les habitants les moins sympathiques, les chauffeurs de taxi les plus désagréables et les serveurs les plus agressifs. C'est ce que rappelle non sans plaisir le Daily Telegraph, qui n'est pas le seul à se plaindre, je ne pense pas aux Français eux-mêmes, mais ce mois-ci encore, Simon Cooper écrivait dans les colonnes du Financial Times, donc toujours au Royaume-Uni, que les chauffeurs de taxi étaient notamment malpolis, sales ou encore agressifs. Désormais, mieux recevoir les visiteurs étrangers doit devenir une priorité nationale, a décrété alors le ministre des Affaires étrangères. Je vous fais remarquer que ce n'est pas le ministre du Tourisme. Sauf que voilà, la volonté... c'est presque une question diplomatique, effectivement. Exactement. L'image de la France dans le monde, tout à fait. Sauf que voilà, la volonté ne suffit pas toujours. Prenez par exemple en juin 2013, vous aviez une mesure prise par la Chambre du commerce de Paris et le comité régional du tourisme, une campagne de sensibilisation regardée auprès des professionnels du secteur intitulée Do You Speak Tourist, destinée donc à améliorer l'accueil des visiteurs étrangers. On aura bien compris pour aussi peut-être parler quelques mots d'anglais au lieu de... En anglais, c'est important aussi. Exactement. Do You Speak Tourist. Exactement. Puis il y a eu aussi dans la capitale les ambassadeurs du sourire qui étaient rémunérés par la municipalité pour distiller une sorte de fausse bonne humeur aux abords des grands monuments. En tout cas, tout ça n'a pas vraiment été jusqu'à présent vraiment productif. Donc on espère que ce fonds d'investissement, par exemple, pourra apporter quelques sourires de plus sur les terrasses des cafés. Sourire et amabilité. Merci Betsabé. Une image n'est pas passée inaperçue hier. Lors des commémorations de l'appel du 18 juin, François Hollande présidait une cérémonie au Mont-Valérien et parmi les familles de résistants présents, sa compagne, la comédienne Julie Gaillet, petite fille d'un compagnon de la Libération. C'est ce qu'a précisé en tout cas l'Élysée. Julia Ganancia. Première apparition de Julie Gaillet lors d'un déplacement présidentiel. Vêtue de noir, la compagne de François Hollande s'est rendue sur le Mont Valérien à l'occasion de la commémoration du 75e anniversaire de l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Alors que François Hollande a écouté devant la Croix de Lorraine une lecture de l'appel du général de Gaulle, puis le chant des partisans, l'actrice est restée en retrait derrière les anciens résistants. Officiellement, elle était présente en tant que petite fille d'Alain Gaillet, compagnon de la Libération. C'est en tout cas ce qu'a précisé l'entourage du chef de l'État. Ses conseillers assurent même qu'ils n'étaient pas au courant que l'actrice serait présente ce matin. Faut-il alors voir dans cette apparition un début d'officialisation de leur relation? C'est en tout cas une preuve de plus que la présence de Julie Gaillet dans la vie du chef de l'État est quelque chose de normal. S'ils ne se sont pas croisés lors de cette cérémonie, François Hollande et Julie Gaillet franchissent bel et bien un premier pas. Pour les spécialistes en communication, la mise en avant de Julie Gaillet pourrait indiquer que l'Élysée n'a pas envie de jouer la carte d'un président solitaire en 2017.
Et il est l'heure de faire le bilan de l'actu de la semaine avec vos temps forts et vos dessins. Michel Kichka, bonjour. Merci d'être avec nous comme tous les vendredis. Il y en avait beaucoup des temps forts cette semaine. Oui, vous avez... On peut pas tout dessiner. Non, vous avez tenté de résumer en tout cas vos choix de l'actu de la semaine. Et on démarre par cette histoire dont on a parlé ici au Morning cette semaine. Cette histoire de discrimination d'étudiants israéliens alors qu'ils voulaient visiter plusieurs monuments de Paris. Exact. Il est question du Louvre et de la Sainte-Chapelle. Qu'un prof de l'université de Tel Aviv, histoire de l'art, Sefi Engler, avait prévu de faire avec ses classes. Et il s'avérerait que finalement, ce n'est pas un dysfonctionnement administratif qui a derrière le refus, en tout cas le premier refus qu'ils avaient essuyé, puisqu'ils ont tenté, sous le nom d'une autre école fictive, d'avoir des visites aux mêmes dates et aux mêmes heures. Et ils ont obtenu une réponse immédiate en un quart d'heure. Donc finalement, j'ai décidé qu'il fallait évidemment en parler, qu'il fallait ironiser. Alors j'ai donc fait le prof avec ses élèves à dos de chameau, puisque c'est l'idée qu'on se fait des fois d'Israël, devant la pyramide du Louvre, et un représentant finalement des monuments de France qui leur refuse l'accès, et il dit nos ancêtres ont construit les pyramides, et c'est comme ça que vous nous remerciez. Bon, on sait bien que ce n'est pas nos ancêtres qui ont construit les pyramides, mais il faut quand même un peu rire de ça, parce que c'est tellement ridicule, c'est tellement gros. Et les excuses sont tellement grosses aussi. Et je sais qu'il y a une véritable enquête qui est en train de se faire au plus haut niveau. Et apparemment, il serait question pas de dysfonctionnement, mais d'une véritable discrimination, mais qui serait plutôt l'objet de fonctionnaires et pas ni de l'État, ni de la direction. Et il faut que des choses comme ça ne se reproduisent plus. C'est un peu gros. Voilà. Merci pour ce dessin. Et puis, journée historique hier, 2 dates importantes, le bicentenaire de la bataille de Waterloo et l'appel du 18 juin. Ben oui, je m'en suis rendu compte tout simplement hier qu'effectivement le 18 juin était doublement historique. Il y a le 18 juin 1815 où Napoléon a définitivement perdu et son rôle d'empereur et le rôle de la France finalement dans l'Europe qu'il essayait de construire à coups de bataille. Puisque Waterloo c'est en Belgique, tout le monde le sait, et c'était une guerre contre les Anglais, les Allemands, les Hollandais et les Prussiens, que la France a perdu, beaucoup de morts et beaucoup de morts pour rien. Et puis cette même date, en 1940, c'est la date qui a été célébrée, on vient de le voir, l'appel du 18 juin, c'est De Gaulle qui va en Angleterre, contre laquelle se battait Napoléon 125 ans plus tôt. On va voir le dessin dans un instant. Pour... Radio Londres, la France libre, il s'est adressé à la France à partir de Londres. Il était un peu le protégé, appelons ça comme ça, de Churchill, qui a en fait, on dit que c'est un acte qui a créé la résistance française finalement. Et voilà, donc voilà pour cette journée hautement historique. Deux journées historiques qui se télescopent et qui se saluent comme ça. Voilà, et on va finir par de la politique américaine. La course à la présidentielle s'est largement animée cette semaine. Ça vous a inspiré plusieurs dessins. Absolument, parce que il est question, vous savez, en Israël, on regarde toujours la course présidentielle d'une façon différente, parce qu'Israël dépend énormément des États-Unis. Et donc voilà, donc d'un côté, la famille Bush fait rentrer dans la course un troisième Bush, qui est Jeb, le frère de George, les 2 fils de l'autre George. Et étant donné que l'éléphant est le symbole des démocrates, donc finalement, alors c'est le père qui tient la trompe. C'est George qui est sur la tête de l'éléphant et Jeb qui est dans le panier en disant bonjour à la foule. Il ne peut pas encore dire victoire, mais bonjour il peut dire. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Pour les républicains et non ça, les démocrates. Ça c'est pour les républicains. Voilà. Et puis ils ont un deuxième candidat qu'on connaît tous ici. Ou en couleur. Très médiatisé, c'est Donald Trump. Voilà, dans un de ses gratte-ciel, coincé dans la porte, prêt à faire le combat de boxe. C'est pas la première fois qu'il se présente, je pense. Et il n'est jamais allé au bout. Il n'est jamais allé au bout. C'est ça, il se retire toujours au moment où il faut reporter ses voix. Voilà. Finalement, je pense qu'il a tout simplement de l'argent en trop à dépenser toutes les X années, et plutôt que de le donner à des bonnes œuvres, alors il essaye de se le donner à lui-même d'une manière ou d'une autre, et dit je ne me trompe jamais, ce qui n'est pas vrai. En tout cas, en business, il ne se trompe jamais, mais en politique... peut-être pas très doué. Voilà pour les Républicains. Et on a un dernier dessin démocrate quand même, Hillary. Voilà, on va essayer de la voir, Hillary. On ne peut pas parler de ça sans Hillary. Voilà. Oui, parce que elle a quand même demandé à son mari gentiment de ne pas trop l'aider dans sa campagne, parce qu'il traîne quand même quelques casseroles derrière lui, Bill Clinton. Et voilà, donc ils sont dans l'âne démocrate, mais lui, il est plutôt la queue et elle est plutôt la tête. Elle lui demande de se taire et de la laisser faire tout seul son travail. Merci beaucoup, Michel. Restez avec nous parce qu'on parle cinéma, l'élégant
l'éminentissime Jean Rochefort a annoncé qu'il tirerait sa révérence. L'acteur français met fin à sa carrière cinématographique, Laetitia, à l'âge de 85 ans. Tout à fait, 85 ans. Donc pas comme Clint Eastwood qui lui continue même à 87 ans tous les ans à faire un film. Jean Rochefort lui a décidé de tirer sa révérence. Il l'a dit au micro de nos compères d'Europe 1. Il veut épargner le public. Il a expliqué que ces dernières apparitions étaient du cabotinage arthritique avec humour évidemment, et qu'il n'a plus du tout envie en fait de jouer un vieux pépé, c'est ses mots, hein, un vieux pépé dans un coin agitant ses mains près du foyer de la cheminée. Très peu, pour lui c'est beaucoup plus drôle quand il le dit lui. Alors c'est une décision qui semble ferme et définitive, même si en 2013 il avait déjà fait ses adieux dans une émission dans Entrée libre sur France 5. Il avait dit que son dernier film c'était celui dont il faisait la promotion à l'époque. Le film s'appelait L'artiste et son modèle. Le dernier film de Jean Rochefort sortira en salle a priori au mois d'août. Ça s'appelle Floride. On n'a pas encore d'image, mais on va se rappeler en image quand même des plus grands rôles de Jean Rochefort. Des grands moments de Jean Rochefort, à savoir un film que vous adorez, Barbara, je le sais, certainement vous aussi, Michel. C'est Un éléphant, ça trompe énormément, voilà. Un éléphant, ça trompe énormément. C'est l'histoire très agitée des démêlés de certains hommes. Je vous fais peur ou quoi? Non. Avec certaines femmes. Ça me fait chier. Qui ne sont pas nécessairement les leurs. Si on dînait. Tu veux pas faire l'amour maintenant, quand même? Me troubler. Oui, mais c'est aussi l'histoire très agitée des démêlés de certaines femmes avec certains hommes qui ne sont pas nécessairement les leurs. Voilà. Voilà, donc on peut rappeler quand même que la carrière, c'est une gigantesque carrière de Jean Rochefort, c'est près de 112 films tout de même, qu'il a beaucoup joué de second rôle jusqu'à arriver finalement à des premiers rôles, notamment avec un éléphant, ça trompe énormément, et c'est pour ses rôles dramatiques qu'il a reçu 2 Césars. On va se quitter, en tout cas je vais vous laisser sur le trailer, sur la bande-annonce du bal des Casse-Pieds où il jouait aux côtés de... On va regarder. Le bal des Casse-Pieds. Il y a 70 personnages dans notre film, tous plus casse-pieds les uns que les autres. Enfin, les uns et les unes les cassent aux autres, du début à la fin. Pas seulement les hommes et les femmes, les enfants aussi. Et les perroquets, les gens dans les avions, dans les voitures, dans les boîtes, les amis, les parents, les hommes à femmes, les hommes à hommes, les fous de la bourse, les pessimistes, les nouvelles maîtresses, les nouveaux voyageurs, les nouveaux cuisiniers, les nouveaux divorcés, les violoncellistes, les chiens qui cassent les noix des gens, les gens qui cassent les bonbons des singes. C'est une mêlée indescriptible. Pas de problème. Voilà, j'adore Jean Rochefort. De vous mettre en action. C'est la grande classe. Merci beaucoup Laetitia, merci Michel. À suivre, dans notre chronique média, on tente de comprendre ce matin comment Ségolène Royal a réussi à faire une énorme tartine de l'affaire Nutella. Restez avec nous tout de suite, Elsa Mimoun. Sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous. On va parler art et médias dans un instant, mais avant cela, le pape François qui continue de cultiver l'art singulier du coup de pied dans la fourmilière. Il ose, frappe fort et avec le sourire. Dans son encyclique sur le climat, le souverain pontife accuse directement l'homme d'être le principal responsable du changement climatique et il exhorte les gouvernements à agir vite pour échapper à la catastrophe. Il s'en prend même directement aux pays riches. Myriam Aman. C'est la première encyclique de l'histoire consacrée à la question de l'environnement. Et elle est entièrement signée de la main du pape François, ce qui donne un poids important au texte. C'est le leader d'une église qui compte 1,2 milliard de fidèles, mais aussi quelqu'un qui a gagné beaucoup d'influence politique. Il parle en tant que chef religieux, mais il parle aussi en tant que diplomate avec une certaine influence dans les couloirs du pouvoir. Dans ce texte de 192 pages présenté jeudi, le pape s'adresse d'abord à tous les catholiques, mais pas seulement. Le souverain pontife le veut universel avec un message, défendre la maison commune, c'est-à-dire la planète. Il y a dans ces pages matière à penser pour tous, pour les scientifiques, les économistes, les sociologues. Cela va bien au-delà des fidèles de l'Église.
Le pape François prône la réduction des gaz à effet de serre et la répartition des richesses. Dans l'encyclique, le souverain pontife s'en prend aux climato-sceptiques ainsi qu'au pouvoir de la finance et aux sociétés de consommation. Une prise de position qui suscite beaucoup d'irritation au sein des milieux libéraux. Je ne prends pas conseil sur la politique économique auprès de mes évêques, de mes cardinaux ou de mon pape. Avant de le juger, j'aimerais entendre ce qu'il a à dire sur le changement climatique et sur les plus vastes questions qui s'y rapportent. Mais je pense que la religion est supposée faire de nous des gens meilleurs et non intervenir dans le domaine politique. Laudato Si, c'est le nom de cette encyclique consacrée à l'écologie, a été publiée à un moment crucial, 6 mois avant la conférence sur le climat qui doit se tenir à Paris en décembre prochain. C'est une œuvre d'art qui crée la polémique. Invitée tout l'été à Versailles, l'artiste Anish Kapoor y expose une grande trompe d'acier rouillé qualifiée de vagin de la reine. La polémique a abouti au vandalisme. L'artiste a dénoncé l'intolérance qui règne en France. Betsabé, vous nous dites plus de cette affaire. Oui, pour cause. Le Dirty Corner, c'est le nom Dirty Corner, c'est le nom officiel de cette sculpture. Le coin sale. Exactement. C'est une trompe d'acier, donc vous l'avez dit, de 60 mètres de long, entourée d'excavations, d'énormes blocs de pierre, peints en rouge sang pour certains. Bref, la connotation sexuelle est évidente et le tout en plein tapis de le nôtre. Alors d'ailleurs, la sculpture a été reconnue comme très sexuelle par l'artiste lui-même. Après la polémique mercredi, ce vagin de la reine a été vandalisé par des jets superficiels de peinture jaune. Donc déjà, tempête, réaction officielle. Les élus socialistes du conseil municipal de Versailles se sont dit indignés. Et pour le principal intéressé, eh bien, si cet acte de vandalisme dit quelque chose, cela parle plus d'une certaine intolérance, dit-il, qui apparaît en France que d'art, quel qu'il soit. C'est ce que Kapoor donc a affirmé au Figaro, ajoutant « Le problème renvoie à une fraction qu'on me dit extrêmement minoritaire pour laquelle tout acte créatif est une mise en danger d'un passé sacralisé à l'extrême pour des dessins qui n'ont rien d'artistique ». Kapoor en profite d'ailleurs pour revenir sur la polémique et sur ce surnom, vagin de la reine, qui ne vient pas de lui, mais des médias. Il n'aurait jamais lui-même parlé de reine, il aurait simplement évoqué her or she, donc elle, pour désigner une forme qui pourrait être féminine, allongée un peu comme une reine égyptienne ou une sphinge. Pour l'artiste, ce surnom vagin de la reine, en fait, rabaisse son travail, salit même son œuvre. Alors voilà pour le contexte de cette affaire. Marie Chek, vous êtes notre spécialiste d'art contemporain. Est-ce que l'art moderne doit s'inquiéter de ce vandalisme? Tout à fait, on le voit partout. C'est la deuxième fois qu'une œuvre de cette taille est dédommagée en France. Paul McCarthy, pendant l'époque de la Fiat aussi, sa sculpture a été déchirée, je dirais. Et c'est choquant parce que c'est public, on veut rendre le public, on veut être accessible au peuple. Et du coup, le peuple ne le veut pas être accessible. C'est-à-dire qu'on interdit, et d'ailleurs, Anish Kapoor hier a dit qu'il voulait enlever cette œuvre, même si le gouvernement avait dit qu'ils allaient le... Donc, ce que j'ai peur, c'est que la France aura de moins en moins d'artistes internationaux et on va rester dans notre communauté. Et c'est dangereux, c'est malheureux. Qu'est-ce qui choque, à votre avis? Il choque, c'est pas à moi, c'est public. Je suis à Versailles. Et dans son œuvre, qu'est-ce qui a choqué le public? Je trouve que d'abord le titre, le vagin de la reine, c'est ridicule. La faute est aux gens, la faute est à la presse, pas à l'artiste. Il a voulu... Regardez, dommage, vous n'avez pas vu, la perspective est magnifique de cette sculpture. C'est un des plus grands sculpteurs du monde. Il a reçu la Manifesta dans le Grand Palais. On est rentré dans son corps. Tout est beau, tout ce qu'il fait, c'est purifique. Il est hindou, il y a tout chez lui. Et de quoi je me mêle? Qu'est-ce qu'on est en train de prendre? Les gens deviennent fous. Les gens deviennent fous, se mêlent, on n'a rien demandé. Que chacun ait son rôle dans ce monde. Laissez la culture aux gens qui savent si bien la faire. Alors encore une fois, on parle quand même d'un petit groupe minoritaire, certainement 2, 3, une dizaine de petits gars. Toujours. Allez, voilà pour le coup de gueule de la semaine. Marie, vous nous emmenez également cette semaine dans une expo israélienne. Ça se passe à la Sommer Galerie de Tel Aviv. Alors l'artiste, c'est Guy Zagorski et l'expo s'appelle Nostos. Exactement, c'était un coup de cœur que j'ai eu il y a une semaine. Alors voilà, Guy Zagorski est un artiste israélien, 42 ans, et qui vit autour de la mer, dans la mer. Et il y a 1 an, il a pris sa femme et son enfant, ils ont embarqué dans un bateau qui s'appelait Nostos, d'ailleurs. Nostos, c'est le raccourci de nostalgie, d'après le mot grec.
Donc, coming home, la mer, quand on est dans la mer, souvent, on a la nostalgie de rentrer chez soi. D'ailleurs, on ne sait pas tellement où est ce chez soi. Et là, il a créé 32 sculptures à base de différents matériaux, que ce soit du fer, que ce soit du verre, que ce soit du bois. Et on est dans un environnement absolument d'un cirque, je disais, mais tout a un rapport entre les uns et les autres. C'est pas limité, c'est pas comme dans un tableau où il y a un cadre. On déambule d'un endroit à l'autre, d'une sculpture à l'autre. C'est juste magique. J'ai passé des heures dedans parce que chaque chose révèle autre chose. Et il y a beaucoup de citations à l'histoire de l'art, aux grands artistes du monde, que ce soit Carl André ou Richard Lang. Et puis il y a ce tableau, vous voyez, là c'est les barques que vous voyez qui sont empilées sur ces bois. Donc il y a toujours la référence. Et lui a écrit une très belle histoire. Lui-même, l'artiste, c'est très rare. Il a raconté comment Nostos était le nom du bateau qu'il a trouvé en Grèce, qu'il a retapé, dans lequel... Et il a dit, quand on rentre dans la mer, on ne sait jamais comment on va s'en sortir. C'est comme s'il y a une vague, une tempête. On ne connaît pas là où la tempête va aller. Voilà. Et dans cette œuvre qui est éparpillée dans cet espace magnifique, on a l'impression que tout change. Chaque fois que je viens, elle change. Il y a un autre regard. Il y a la lumière verte que vous voyez là-bas qui s'allume et qui s'éteint comme un réverbère qui nous montre. À côté, il y a un tank en acier de pétrole, juste pour nous rappeler où on est. Donc il y a une tendance aussi politique, à part le fait il y a des cartes géométriques sur les murs, il y a les cartes du monde, c'est-à-dire que c'est un peu dur de voir tout ça. Toutes ces accumulations d'acier, de bois, on a l'impression qu'il refait le monde. Je lui ai parlé hier et il m'a dit que son rêve, là on est un peu accessible à l'être humain. Vous voyez un personnage ici, un personnage là-bas. Son rêve dans sa prochaine expo, c'est qu'il n'y ait pas du tout d'humanisme, qu'on soit dans l'abstrait total. Il pense qu'à travers l'abstrait, on peut rentrer vraiment dans la définition de l'art, c'est-à-dire qu'on ne te donne pas au public ce qu'on veut te dire, mais que toi, tu comprennes ce que tu veux. Donc c'est comme une odyssée. Et d'ailleurs, dans Homère, dans l'Odyssée, après la guerre de Troie, et le Nostos, c'était vraiment le retour. Mais où est cette maison? C'est toujours la grande question de nous tous aujourd'hui dans ce monde global et virtuel. Je vous conseille d'aller la voir, elle est magnifique. Voilà, ça se passe donc à la Sommer Galerie. Merci beaucoup, Merci, Marie. Allez, on en vient à ce phénomène assez particulier. Au Japon, de plus en plus d'hommes arrivent à la trentaine en étant vierges. Et oui, un quart des hommes de plus de 30 ans dans le pays seraient concernés. Elsa Mourgue. Du bout de son crayon, il découvre enfin le corps d'une femme. À 41 ans, Takashi Sakai n'avait jamais été aussi près d'une japonaise en tenue d'Ève. 40 ans, toujours puceau, ce n'est pas qu'un titre de film potache, mais bien une réalité au Japon. Quand vous êtes jeune, vous avez peur d'être rejeté. Je pense que c'est vrai pour beaucoup de personnes encore maintenant qui prétendent n'avoir aucun intérêt dans le sexe plutôt que de risquer un échec total. D'après une étude de 2010, un quart des trentenaires japonais célibataires seraient toujours vierges, une tendance qui augmente au fil des années et que les experts expliquent en partie par 20 ans de stagnation de l'économie japonaise. Ces 2 dernières décennies, la situation des hommes japonais a été très dure et compétitive. Une abstinence économique en quelque sorte, alors qu'en parallèle, les mariages arrangés disparaissent de la société japonaise et avec eux, un dépucelage assuré. Les images à connotation sexuelle sont partout au Japon. Pourtant, le sexe n'est pas pris au sérieux pour les créateurs de cette Virgin Academy, où ces hommes vierges se familiarisent avec la nudité. Dans le Japon d'aujourd'hui, il n'y a aucun endroit pour apprendre le sexe. Même construire une relation romantique ou se marier. Ce ne sont probablement pas les Japonaises qui feront le premier pas. Comme les hommes, un quart des célibataires étaient toujours vierges à 30 ans, selon l'étude de 2010. C'est tout de même mieux qu'en 1992, où près d'1 sur 2 n'avait pas encore connu les joies de l'amour. Voilà pour le Japon. Allez, on termine. Grand débat, grand débat sur le plateau. Voilà, ça a intéressé tout le monde. On termine, Rudy, avec la revue des médias, avec vous, comme tous les vendredis. Et on tente de comprendre cette semaine comment Ségolène Royal a réussi à faire une énorme tartine de l'affaire Nutella. Absolument, c'était absolument la chose à ne pas faire sans prendre un autre péché mignon partagé par tous, le Nutella. Alors, elle était invitée lundi du petit journal de Canal et au détour d'une phrase malheureuse sur l'huile de palme, elle incite
le téléspectateur à boycotter Nutella. Petit rappel en images. Nous avons à préparer la 3e révolution industrielle qui sera à la fois climatique, qui sera numérique, qui sera énergétique. Et par exemple, il faut replanter massivement des arbres parce qu'il y a eu une élimination, une déforestation massive qui entraîne aussi du réchauffement climatique. Il faut arrêter de manger du Nutella, par exemple, parce que ça c'est l'huile de palme. Ah non, c'est bon le Nutella. Ben oui, mais il faut pas, voilà, parce que c'est l'huile de palme qui a remplacé les arbres et donc il y a eu des dégâts considérables. Vous pouvez faire couler toute une boîte en disant qu'il ne faut pas manger de Nutella. Il faut qu'ils utilisent d'autres matières premières. De là s'en est suivi scandale. Un Nutella Gate, un vrai véritable incident diplomatique entre la France et l'Italie. Et son homologue italien lui demande sur Twitter de laisser les produits italiens tranquilles. Alors du côté des internautes, outre le débat entre les pros et anti-Nutella, c'est la moquerie, comme vous le voyez, qui était au programme. Finalement, tout est bien qui finit bien. Après 3 jours d'une polémique interminable, Ségolène Royal s'excuse. Et ce qui inspire ce tweet à Florian Gazan, Ségolène Royal a fait marche arrière sur le Nutella. Elle entre plutôt en guerre contre le couscous en tant que spécialiste des boulettes. Voilà, c'est vrai que c'est une boulette. Et médiatiquement, si on s'intéresse à cet aspect-là, on peut dire finalement que Ségolène Royal est tombée dans un piège assez classique pour les politiques, participer à une émission de divertissement. Absolument, ce qu'on appelle infotainment. Par exemple, tous les candidats à la présidentielle 2012 sont passés au petit journal. Certains d'entre eux sont passés à On n'est pas couché. Donc ce sont des émissions dites d'infotainment qui mènent du divertissement et de l'information. Alors, ils y vont parce que c'est devenu un exercice obligatoire. Ils y vont pour donner un sentiment de proximité avec les téléspectateurs, avec le peuple, et puis délivrer un message que ceux qui ne s'intéressent pas aux émissions politiques ne peuvent pas entendre d'habitude. Sauf que la plupart du temps, ces émissions se transforment en véritable piège. Pourquoi ? Parce que les timings sont très très courts et ils n'ont pas le temps de vraiment développer une idée. Résultat, ils vont chercher la petite phrase et être piégés à ce jeu de... On voit Ardisson, évidemment. Ouais, alors là c'est la mésaventure. Le maître, évidemment, de ce genre-là. Et de la petite phrase, et là c'est la mésaventure qui est arrivée à Laurent Wauquiez, c'était en 2013 sur le plateau de Thierry Ardisson, donc salut les terriens. Pour plaisanter, il avoue aller sur le site pornographique YouPorn et il avait ensuite démenti. Alors évidemment, il a dit que c'était pour la plaisanterie, mais le mal était fait. Moralité, même sur un plateau de divertissement, l'homme politique... Conseillé aux Japonais d'ailleurs. Oui. Je pense qu'ils y vont déjà beaucoup. En tout cas, moralité, voilà, sur un plateau de divertissement, il faut savoir rester homme politique et non pas changer de curseur, car quoi qu'il arrive, ces émissions sont devenues un passage obligatoire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Voilà, on va terminer avec les news en bref et on va parler beaucoup de sport. France Inter va rendre hommage à Bernard Maris. Les chroniques de l'économiste de France Inter et de Charlie Hebdo, assassiné le 7 janvier dernier, seront mises à l'antenne tout l'été à 7h45 sur la station publique. L'occasion de redécouvrir la vision très critique envers le capitalisme de celui que les lecteurs de Charlie connaissaient sous le nom d'Oncle Bernard. Les JO aussi sur Canal. La chaîne cryptée a arraché à beIN Sport les droits de codiffusion des JO 2016, 2018 et 2020. Détenus par France Télévisions pour un montant de 40 à 50 millions d'euros par Olympiade, les images des épreuves seront donc également diffusées sur toutes les chaînes du groupe Canal. Sport et télévision toujours, France Télé réunit le binôme Laure Manodou-Philippe Lucas. L'ex-nageuse sera accompagnée de son ex-entraîneur derrière le micro pour commenter la 16e édition des championnats du monde de natation qui se déroulera à Kazan en Russie du 24 juillet au 9 août prochain. Voilà pour les news médias qu'il ne fallait pas manquer. Merci beaucoup Rudy, merci Marie et Betsabé. Et merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Merci de votre fidélité au morning. Tout de suite, un nouveau point complet sur l'actu avec Elsa Mimoun. Je vous souhaite de passer un très beau week-end. On se retrouve dès lundi. Portez-vous bien.